Salut les psychonautes, bienvenue dans ce 4e opus de notre live Hannibal où vous allez découvrir une Manon Bril particulièrement en forme qui va nous entraîner sur cette ère mythologique pour nous apprendre comment les dieux grecs nous ont mis en garde depuis très longtemps contre le cannibalisme. À ses côtés, l'ineffable Nico qui reviendra d'ailleurs en fin de live pour une apothéose dont il a le secret. Mais avant de passer la parole à Manon, laissons Jeff nous faire saliver devant le plat très spécial que nous a concocté Mabrouza. Un plat que n'aurait sans doute pas renié un certain Jean-Baptiste Grenouille. C'est une énigme. Alors j'attends l'enveloppe pour pas dire de bêtises, mais ça vient. Il s'agit de 3 bouillons liquides obtenus par la cuisson prolongée de viande dans le but d'en extraire sucre et parfum. C'est la définition de bouillon. Il y a Anna, 14 ans. Dominique. On avait dit tout légal là. Oui, mais... Anna, 18 ans. C'est pas plus légal, c'est 14 ou 18. Dominique, 64 ans. Dominique étant un homme. Et Eddie, 23 ans. Okay. Et donc, la dégustation du plat et des 3 bouillons, l'énigme étant de savoir qui est qui. Passé quelques secondes de stupeur de bon aloi, Manon a pu enchaîner sur les fonctions du cannibalisme dans la mythologie. Soit c'est pour absorber le pouvoir de l'autre ou pour neutraliser son ennemi, soit c'est pour infliger une vengeance ou une punition, mais en mode bien gore, donc bouffer l'autre, hein, voilà. Mais dans tous les cas, il faut faire attention au retour de flamme parce que c'est complètement immoral de manger les autres et c'est un coup à s'attirer la colère des dieux. Et même si toi-même t'es un dieu, c'est quand même un coup à t'attirer la colère des autres dieux. Ça peut se retourner contre toi, sauf pour celui qui gagne à tous les coups, comme on va voir, mais on va y revenir. Donc moi, j'ai... Ouais, mets-moi un peu d'eau, s'il te plaît. J'ai 5 histoires de cannibalisme à vous raconter dans la mythologie. Nicolas, tu vas éviter d'être désagréable. Merci. Je suis là pour te déstabiliser. Je suis déstabilisée. Mais tu peux le déstabiliser, tu peux accélérer. Ah, voilà. Ok. Alors, première histoire, c'est l'histoire de Chronos. Donc Chronos, non, pas avec un H. C-R-O-N-O-S. Et donc Chronos, c'est une des divinités primordiales, c'est un titan, fils de titan. C'est le fils de 2 des entités qui étaient parmi les toutes premières sur Terre, donc Ouranos le ciel et Gaïa la terre. Et Chronos, c'est aussi le souverain du monde et des dieux. Et il a obtenu ce statut après avoir détrôné son propre père, donc Ouranos si vous suivez, après lui avoir coupé les couilles. Mais je vous passe les détails parce que ça, c'est une autre histoire. Ah, c'est drôle. C'est une autre histoire. T'as compris? Ok. Hein? Voilà. Ben alors donc il n'a pas mangé les couilles, c'est pour ça que j'en parle pas. Tout avant. Très bien. Ok. Et donc Chronos, il est un peu méfiant parce que comme il a obtenu ce statut après avoir détrôné son propre père, lui-même est méfiant, il a peur de se faire détrôner de la sorte aussi. Et il est marié donc à une titanide qui s'appelle Rhea, qui est aussi sa sœur, mais en même temps au début des temps, quand il n'y a pas grand monde sur Terre, t'es un peu obligé de taper dans la famille, quoi. Donc ils ont ensemble toute une série d'enfants qui correspond à une nouvelle génération de dieux, hein, c'est les Hadès, Poséidon, Déméter, tout ça. Et comme Chronos a peur de se faire doubler par ses kids, parce que sa mère Gaïa lui a prédit que ça arriverait, et elle a raison, eh bien pour éviter de se faire putcher, il avale ses enfants à leur naissance, direct. Comme ça il les stocke dans son ventre, bon c'est des dieux, ils sont immortels, tout ça, mais ils restent dans son ventre, et il les neutralise de cette façon. C'est technique. Oui. Non, il les avale tout rond. Et donc ça agace un peu Rhea qui elle se fait chier à pondre des mioches pour rien. Et elle décide pour le dernier-né, Zeus, de mettre au point une stratégie pour éviter qu'il se fasse manger. Et donc elle va accoucher en cachette, loin du regard de Chronos, voilà. Elle confie le nouveau-né de Zeus aux naïades qui vont l'élever en cachette. Mais donc Chronos savait que sa femme était enceinte, donc il attend la venue du nouveau-né pour se faire un steak tartare. Oui, donc à la place de donner l'enfant à Chronos, elle lui tend une pierre emmaillotée, comme ça, et Chronos rapidement gobe le truc, gobe la pierre et le piège, sans se poser de questions, et voilà. Et du coup, dans son ventre, sont entassés tous ses enfants avec la pierre au-dessus. Bref. Pendant ce temps, Zeus, de son côté, va grandir et devenir le dieu très puissant qu'on connaît, et quand il va arriver à maturité, il va décider de se venger de son père et de venger ses frères et sœurs, et pour cela, il va utiliser la ruse. Et donc, en gros, il va faire en sorte que Chronos bouffe un vomitif, et donc il va vomir la pierre d'abord, et ensuite tous ses enfants dans l'ordre inverse de leur naissance. Et en gros, après, la nouvelle génération de dieux, avec Zeus à sa tête,
va faire la guerre à l'ancienne génération de dieux, et puis ce sont les jeunes qui gagnent, et donc Zeus est consacré souverain du monde, des dieux, etc. Donc place à la chair fraîche. Chronos, il s'est fait avoir par la ruse, donc Zeus, pour pas que ça lui arrive, il décide d'épouser la ruse. Et donc sa première femme, c'est Métis, et Métis, c'est la déesse de la ruse, de l'intelligence pratique, technique. C'est une intelligence qui te permet de tout anticiper et de jamais être surpris par rien. Et du coup, on ne peut pas comploter contre toi. Voilà. Mais encore une fois, on a annoncé à Zeus qu'il allait avoir un fils qui allait le détrôner. Et du coup, il faut éviter ça. Donc, on va retrouver le thème de l'avalement. Donc, faut-il avaler? Telle est la question. Zeus, il se dit, c'est pas suffisant d'avoir épousé la ruse, il faut carrément l'incarner. Du coup, il va l'avaler à la fois pour neutraliser son fils dont elle est enceinte, mais aussi pour intégrer en lui toute cette ruse. Et pour cela, il va devoir ruser, ce qui certes est paradoxal, il va devoir ruser pour niquer la ruse, mais en même temps c'est sa femme, donc il a déjà niqué. Ok. Et donc... On prend une petite gorgée pour cette blague. Allez, Manon Bril, hashtag blague pourrie, hein, ça vous le saviez. Hein. Et Donc, on se ressemble beaucoup Et là-dessus. vous regrettez. Hein. Non, je regrette pas du tout. Non, pas du tout. Donc, ok, bah, ça va. Bah, je continue alors. Et donc, il va avoir Métis. Alors, Métis a un pouvoir, c'est qu'elle peut se métamorphoser en absolument n'importe quoi. Ça va avec ce truc de ruser, parce que tu peux te transformer en quelqu'un et tromper les autres. Voilà. Et du coup, il va la voir et il lui dit, ouais, meuf, est-ce que tu es capable de transformer un truc vraiment badass, genre un lion qui crache du feu? Tu vois, genre, pouah, le truc ultime pour les Grecs, On a apparemment. une idée Un lion qui étrange de crache ce du qui était feu. badass avant quand même. Apparemment, c'est badass. Et Métis, elle lui fait, mais pas de problème. Et hop, elle se transforme en lion qui crache du feu. Elle lui dit comme ça, non mais attends. Non, mais ok. Et donc, et là, Zeus, il a waouh, mais c'est trop ouf, mais est-ce que tu peux faire pire? Est-ce que tu peux te transformer genre en goutte d'eau? En goutte d'eau. Ouais, c'est badass une goutte ouais. d'eau. Et du coup, elle se transforme en goutte d'eau, et avant qu'elle ait compris sa connerie, hop, il l'avale. Et donc maintenant, c'est lui qui contient en lui toute l'intelligence rusée, pratique du monde. Plus rien ne pourra le déjouer. On ne pourra plus faire de complot contre lui. Et la souveraineté, la question de la souveraineté sur le monde est réglée. Ce sera Zeus et pour toujours. Et l'enfant qui était dans le ventre de Métis, c'est finalement pas un fils, c'est une fille, va quand même sortir. C'est Athéna qui sortira plus tard de la tête de Zeus et qui sera son bras droit. Donc, si t'es Zeus, avaler, ça marche. Après cette citation inoubliable qui devrait rester dans les annales, on n'arrête plus Manon qui va toujours plus loin dans l'horreur et nous présente cette fois-ci l'histoire du roi Lycaon. Donc Lycaon, c'est un roi d'Arcadie, c'est une région au centre du Péloponnèse. Et Lycaon est connu pour être un mortel qui ne respecte pas du tout les dieux, qui est complètement impie, donc il ne leur rend pas les hommages qui leur sont dus, pas de sacrifice, etc. Et Dieu, oh le lapsus, my god. Donc Zeus, On passera sur le divan après le live. Zeus, ouais, ça va pas du tout. Le divan rouge là. Zeus décide de le tester. Et pour cela, donc, il va rendre visite à Lycaon, mais il masque son identité, il se transforme en un simple voyageur, un espèce de patron incognito, tu vois. Et donc, il arrive là-bas, et puis en fait, au bout d'un moment, il se fait reconnaître. Enfin, il annonce qu'il y a la venue d'un dieu, etc. Et là, les gens, du coup, à cette annonce-là, se mettent à prier, se mettent à vénérer le dieu, etc. Et Lycaon, lui, il trouve ça complètement ridicule, il y croit pas du tout, il pense que c'est un imposteur. Et du coup, il décide de tester Lycaon. Et pour cela, il décide de lui faire manger de la chair humaine. Parce qu'il pense que c'est un pauvre imposteur qui ne va pas calculer que c'est de la chair humaine, alors que si c'est un dieu, évidemment, il va forcément s'en rendre compte. Il décide de tester Zeus. Ouais, Lycaon il veut décide de tester Zeus en pensant que D'accord. c'est un imposteur qui se fait passer pour un D'accord. dieu. Donc, certaines sources disent qu'il cuisine un otage, d'autres carrément un enfant. Hein, le type, il va jusqu'au bout dans la blague. Voilà. Et évidemment, donc, alors il fait rôtir et bouillir certaines parties de l'otage ou de la personne, des parties comestibles. Et donc il les sert et j'essaye de me déstabiliser aussi. C'est mignon. Et donc Zeus évidemment sait que c'est de la chair humaine, donc là il pète un câble, il pète tout avec sa foudre. Et pour être sûr de passer l'envie aux mortels de se manger entre eux, ou de se foutre de la gueule des dieux, il décide de transformer Lycaon en un espèce de loup hyène moche avec des taches, donc un Lycaon. Ouais, Lycaon. Voilà. C'est drôle. Mais oui, en même temps, il n'allait pas en faire un truc beau, hein, c'était une punition. Et donc voilà. Donc là, on voit dans cet exemple-là que le cannibalisme avait pour but d'humilier quelqu'un, en fait, parce que Lycaon pensait que c'était un mortel. Et bon, du coup, ça s'est mal terminé. Et c'est vraiment amoral, donc il se fait punir.
Voilà, ça c'est la troisième histoire qui était plus courte. Oui, Donc, qui entre en résonance avec Hannibal qui fait manger de la chair humaine, à l'insu de ses convives. Tout à fait. Absolument. Alors on peut penser qu'il ne le fait pas forcément pour les humilier. Il y a un peu de ça quand même, on sent qu'ils se délectent de la situation quand même. Ils s'en délectent, mais je pense que ce qui l'anime beaucoup plus, c'est la curiosité en fait. C'est presque une curiosité scientifique, quoi. C'est de savoir quelles sont les réactions, quelles seront les réactions de ces personnes en mangeant la chair humaine que j'ai préparée. Ah ouais, tu penses pas qu'il y a encore un plaisir pervers, encore Moi j'ai une fois, l'impression qu'il y a un plaisir. à se dire, parce que moi je trouve quand il sert notamment, tu sais, quand dans tout le rituel, il se met autour, etc., tu as l'impression quand même qu'il jouit du fait que les autres vont manger de la chair humaine et qu'ils ne le savent pas et qu'à la fois c'est un flic. Enfin, quand il fait manger à, comment il s'appelle, Jack Crawford. Jack Crawford. Ah, Crawford, ouais. C'est quand même le chef de tout et il lui fait manger de la chair humaine à son nez, à sa barbe. Moi, oui, il y a peut-être effectivement. Dans le côté un peu. Mais c'est quelque chose d'assez empirique en fait finalement. Il essaye finalement la réaction des gens face à. Mais je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'il y a les deux en fait. T'as l'impression qu'il les provoque. Vas-y, devine, viens, devine ce que je t'ai fait à manger et devine que je suis un tueur en série. Tu vois, il y a un petit peu ce côté. Il y a quelque chose de pervers. Il y a un plaisir, vraiment à se cacher et à rester caché finalement. À se dévoiler un petit peu et pas se faire prendre, quoi. C'est ça que tu veux dire? C'est ça. Pendant que nous dégustons les mystérieux bouillons préparés par Mabrouza, Manon enchaîne sur ses deux dernières histoires. Et donc ça c'est quelque chose qui est arrivé à Térée. Térée c'était un roi de Thrace. Donc la Thrace c'est grosso modo au nord de la Grèce ancienne, plutôt côté Orient, donc un peu au nord de la Turquie, tout ça. Et donc Térée est mariée à Procné et ils ont ensemble un fils qui s'appelle Itis. Donc Térée le mari, Procné la femme, Itis le fils. Et puis un jour Procné demande à son mari si elle peut faire venir, donc elle est d'ailleurs, si elle peut faire venir sa sœur Philomèle qui lui manque beaucoup. Donc Térée dit ok, donc Philomèle vient avec son père, etc. Voilà. Et quand Térée voit arriver Philomèle, donc sa belle-sœur, il en tombe red dingue parce qu'elle est super belle. Il a vraiment envie de se faire sa belle-sœur. Et donc il demande, par des trucs détournés, à son beau-père si elle peut pas rester un peu sous prétexte de faire plaisir à sa femme. Donc oui, hein, tu rigoles, mais Térée c'est vraiment le mec qui est représenté comme le gros pervers qui a vraiment envie de se taper sa belle-sœur. Enfin, j'ai lu notamment Ovide pour préparer celui-là. Dans la version d'Ovide, il est vraiment présenté comme ça. Où il est excité de l'avoir embrassé son père ou des trucs comme ça, donc c'est ça. Voilà. Ouais, ah non, mais alors, c'est que le début. Et donc, une fois que le beau-père est reparti, Térée entraîne Philomèle, qui se doute de rien, dans la forêt. Et là, il va dans une étable, et là, elle a beau crier, appeler son père, sa sœur, tout ça, il la viole. Bon. Et puis, une fois que c'est fait, elle l'insulte, elle lui dit « T'es un monstre qui respecte rien ni personne, ni mon père, ni ma sœur, ni le fait que c'était une vierge qui maintenant peut plus se marier convenablement, qu'en plus de fait, elle est devenue la rivale de sa sœur, etc. Et pourquoi tu m'as pas tué, et les dieux me vengeront, et nana, et elle crie, elle pleure, et lui, ça lui casse les couilles d'entendre des histoires de bonnes femmes. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il lui coupe la langue, comme ça, elle peut plus se plaindre. Et puis en plus, il peut continuer à abuser d'elle tranquillement, puisque qui ne dit mot consent. Voilà. Donc il continue son affaire, et puis tu connais pas l'adage. Voilà. Et donc bon, il l'enferme dans l'étable. Elle peut plus se plaindre pour appeler du secours, etc. Et il retourne voir sa femme Procné, qui lui demande où est sa sœur. Il lui dit qu'elle est morte. Et là, drame, deuil, etc. Mais pendant ce temps, Philomèle, qui est enfermée dans l'étable, prépare sa vengeance. Et donc, comme elle ne peut plus parler, elle va tisser un message sur un drap. Oui, parce qu'on la laisse tisser, parce que c'est un truc pour occuper les bonnes femmes, tu vois. Et donc, elle donne le drap emmailloté à une servante qui l'amène à Procné. Et là, Procné lit ce qui s'est passé, elle pète un câble, elle va dans la forêt, elle va chercher sa sœur, et puis elle la ramène en cachette dans sa chambre. Et là, elles se retrouvent toutes les deux accablées de tristesse, de douleur, de rage, etc. Et Procné dit à sa sœur, bah écoute, ça sert à rien de pleurer, il faut qu'on se venge. Et elle est tellement folle de rage qu'elle lui dit, je suis prête à faire n'importe quelle impiété, mettre le feu au palais, couper la queue de Térée, etc. Lapider en sang, elle dit vraiment ça. Et donc, la queue, elle dit la queue, ouais. Ovide dit la queue. Et donc, elle va trouver bien pire. Parce qu'à ce moment-là, rentre dans la chambre son fils Itis, donc son petit garçon. Et là, elle regarde et il ressemble énormément à son père, ce qui attise encore plus sa colère.
Et du coup, le petit garçon arrive, la prend dans ses bras, lui fait un bisou. Et là, à un instant où elle a failli flancher et se laisser attendrir, mais non, elle s'endurcit encore et elle l'entraîne dans une pièce reculée du palais. Et là, elle lui plante une épée dans le cœur de sang-froid. Et puis toujours de sang-froid, sans détourner le regard, elle le découpe en morceaux, elle le cuisine, etc. Fait rôtir, bouillir, tout ce qu'il faut. Et donc tu as une belle scène couverte de sang, tout ça, c'est bien décrit chez Ovid, c'est sympa, je vous conseille d'aller lire. Et puis elle fait, une fois que c'est prêt, elle fait appeler Thérée qui vient à table, et donc elle lui fait manger son fils. Et donc Thérée se doute de rien, il mange, et puis lui justement réclame son fils au bout d'un moment du repas, il aimerait que son fils vienne à ses côtés. Et donc il réclame Itis. Et là, Procné, avec un plaisir ultime, lui dit « Eh ben, celui que tu réclames, tu l'as à l'intérieur. » Donc il comprend pas, il regarde autour de lui, il voit pas Itis. Et là, Philomèle sort d'une cachette en brandissant la tête d'Itis et la jette à la gueule de Thérée, qui comprend ce qu'il a fait, et c'est le drame, et poursuit les deux femmes qui se sont enfuies. Ah non, mais c'est la mythologie, les gars. Et donc, voilà. Et à la fin, en fait, tout ce petit monde est changé en oiseaux. Donc, oui, ça finit souvent comme ça. Un peu comme avec Lycaon. Comme Jurassic Park. Tout à fait. Donc, c'est normal de la mythologie. Ça commence comme confession intime et ça finit comme Jurassic Park. Non mais attends, c'est merveilleux. Et donc voilà, donc là on voit avec cette histoire comment c'est vraiment déprécié par les anciens de manger les autres. C'est vraiment la punition ultime, l'humiliation ultime que tu peux infliger. Et bon, ici, il n'y a pas tellement de punition divine, même s'ils sont changés en oiseaux comme Lycaon et puis être changés en animal, mais c'est aussi un truc qui permet aux femmes de s'enfuir, donc c'est pas tellement la punition parce qu'eux, de toute façon, ils se sont déjà mis assez chers tout seuls. Voilà. Et je peux enchaîner sur la dernière pour essayer de ne pas perdre trop de temps. Donc, dernière histoire. Là, on a vu que ça pouvait être une méga punition de manger sa propre chair, mais est-ce que le comble du cannibalisme, ça serait pas de se manger soi-même finalement? Et ça aussi, dans Hannibal Lecter, c'est quelque chose qu'on peut voir. Et donc, là, la dernière punition divine, c'est vraiment quelqu'un qui va s'auto-manger, se manger lui-même. Et donc voilà, c'est vraiment le truc le plus gore que tu puisses faire. Donc c'est l'histoire d'Érésicton. Donc Érésicton, c'est encore un mortel qui méprise les dieux, etc., qui leur rend pas hommage. Alors on peut se demander quand est-ce que les mortels ils vont capter qu'ils peuvent pas tester face à la divinité, mais bon, bref. Donc encore un. Et lui, carrément, il cherche vraiment la merde parce que non seulement il leur rend pas les hommages qui leur sont dus, mais en plus, il va volontairement saccager des lieux sacrés. Et donc, par exemple, il va détruire un bois sacré consacré à Déméter. Et donc, il y va à grands coups de hache, il pète les arbres, hashtag Dirty Biology. Pourquoi Mais il arrête pas de couper des arbres. Voilà. Dans des vidéos, on et ça comprend plaît pas aux gens sur il pète Twitter. des arbres en slow motion. Et donc, il il y a sa suite qui essaye de le raisonner et de l'empêcher, de lui dire non, fais pas ça, mais lui, il dit tout le temps bah les couilles. Il y a même un mec qui essaye de s'interposer, il lui fout un coup de hache dans la gueule. Ouh là là, il est très très méchant. Érésicton. Et Tu parles de Léo qui fait ça? Il te met des coups de hache dans la gueule? non. Ah non. Non, elle était dans l'histoire. là. Ouais, Laisse-la j'enchaîne. finir. Et donc, Arrête de boire, j'ai dit. Déméter compte pas rester sans rien faire évidemment. Donc Déméter, la déesse dont il est en train de profaner le sanctuaire. Et Déméter, c'est la déesse de l'agriculture et de l'abondance. Et du coup, en cohérence par rapport à ça, elle décide de lui infliger le tourment de la faim. Et donc, elle fait convoquer la faim, donc l'entité qui incarne la faim, qui est l'apparence d'une femme complètement décharnée, avec les cheveux ébouriffés, les yeux creusés, les os saillants, tout ça. Genre, à la place de son ventre, il y a un trou. Et c'est comme si la poitrine pendait directement pour la l'épine dorsale. Voilà. T'as envie que j'écourte, c'est ça? Non. Et donc, la faim reçoit l'ordre de s'immiscer dans Érésicton. Et donc, elle se glisse dans son lit pendant qu'il dort. Elle entoure de ses bras et en gros, elle se laisse aspirer par lui, donc elle lui souffle son haleine dans la gorge, etc. Et elle répand en lui le désir de manger. Et donc Érésicton, en dormant, commence à avoir très faim, à mâcher dans le vide alors qu'il n'y a rien, etc. Et puis il se réveille affamé. Et là, il convoque toute sa maison, il demande qu'on lui serve tous les plats de la terre et de la mer réunis. Donc il mange, mais il n'est jamais rassasié, il continue. Et en fait, plus il mange, plus il a faim. Et petit à petit, il va épuiser toutes ses ressources. Donc il va se retrouver sans ressources, sans argent, sans serviteur. Il va lui rester plus que sa fille. Il va être obligé de vendre sa fille pour avoir des sous pour acheter à manger. Et donc il fait ça, sa fille se retrouve esclave, mais elle aussi, elle a le pouvoir de se métamorphoser. Et du coup, elle se transforme et elle s'échappe et elle revient chez son père, parce que quand tu es une femme d'Antiquité, tu n'as pas 10 000 options. Donc elle revient chez son père et Érésicton comprend qu'il a une espèce de ressource infinie en continuant. À chaque fois, il vend sa fille, à chaque fois, elle s'échappe, elle se transforme en oiseau et voilà, elle rentre. Mais au bout d'un moment, en fait, il n'est jamais satisfait. Il
Quand il a testé toutes les nourritures possibles et toutes les quantités, il n'est jamais rassasié. Et du coup, il se tourne vers quelque chose qu'il n'a pas encore essayé, se manger lui-même. Et donc, il se jette sur lui-même, il s'arrache les membres avec les dents, etc. Et il finit en homme tronc, ce qui est ironique vu qu'il avait pété des troncs. Voilà. Et ouais. Ah non, mais la fin, il est quand même. Ah ouais, une Donc, conclusion. J'ai une- pleuré. Ah ouais, c'est- T'as pleuré à tronc. à tronc. Et donc, RT, c'est c'était voilà, c'est la triste. dernière histoire. Et juste pour conclure là-dessus, en fait, on voit avec toutes ces histoires que le cannibalisme s'est tenu en horreur par les anciens. C'est vraiment quelque chose de considéré comme amoral. Il n'y a pas de notion de plaisir comme on peut avoir chez Hannibal Lecter. Et que si tu le fais, c'est que vraiment, tu es obligé de le faire parce qu'il faut soit neutraliser les autres, soit absorber leur pouvoir, etc. Ou tu veux infliger une vengeance, mais en général, ça se finit mal pour toi, ça se retourne contre toi. Donc pour une fois, entre guillemets, on peut tirer une petite morale de ça, mais il faut prendre des pincettes avec ça parce que c'est très chrétien comme idée, mais bref. Donc, d'après les Grecs anciens et Romains, il ne faut pas manger les autres, c'est le mal. Ni Voilà. soi-même. Ni soi-même, d'ailleurs, ni sa chair. Voilà, on espère que ça vous a plu, que ce 4e opus avec une Manon à fond vous a vraiment séduit. Et puis, ben, ne quittez pas l'antenne parce que bientôt il va y avoir Mélissa, il va y avoir Léo et on finira par Nico dans les semaines à venir. On voulait tous vous remercier, à la fois ceux qui ont suivi en direct le live et ceux qui continuent à suivre ces petits bouts de retransmission avec une qualité que l'on essaye à chaque fois d'améliorer. Merci aux tipeurs, merci à tous ceux qui nous soutiennent et n'oubliez surtout pas de partager sur Facebook, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux que vous fréquentez. Quant à ceux qui se sont intéressés à l'énigme des brouillons, eh bien ne quittez pas, regardez la vidéo jusqu'au bout où Jeff va nous donner toutes les réponses à vos questions. Il faudrait que tu nous dises qui est qui. On résout l'énigme. Bah, bien Nico. sûr. Moi, je dirais la Marie 14 Ça, ans. c'était c'est bon, j'en veux Anna. d'autres. Anna 14 14 ans. ans. N'y fais pas. Anna 14 ans, le rouge. Ouais, Le Ouais, en rouge, toute légèreté, ouais. œuf de saumon. Non, rouge. Rouge. radis. Rouge radis. Rouge radis. Vous êtes tous d'accord? Manon, tu es- Ouais, je dis ça aussi. On est GRT si on attend, c'est ça? Oui. On meurt Oui. D'accord. Ok. D'accord. Tu fais partie du plat suivant si tu attends. Très bien, très bien. Non, mais qu'est-ce que t'en penses? Non, mais toi, tu Bah, moi je connais connais la réponse. réponse, donc toi je vous laisse. Moi, je suis d'accord, je suis d'accord avec toi. D'accord. Donc Anna, le tofu. Le tofu, c'est fumé. Ah non, le vieux Le tofu, c'est le vieux. Le vieux tofu. Le c'est vieux le tofu. Le tofu, c'est un peu rassis et tout. J'ai l'impression de me sentir D'accord. au réveil. Alors pourquoi Donc, est-ce c'est- qu'il c'est dit bon. ce serait le saumon Ben, parce qu'il par défaut. Ok. Par défaut. En Non, fait, moi, je c'est pense le que mec random quoi Le qui. plus vieux, c'est le fumé. Moi, je Ouais. pense qu'Eddie, tu vois, c'est un peu sucré-salé. Eddie, c'est quelqu'un qui se cherche, tu vois. À 23 ans. Enfin, qui se cherchait. Tu veux qu'il se cherche, parce que là, il est... là, tu l'as mangé. Enfin, tu l'as bu. J'ai Ok, apprécié. ouais, non, mais j'approuve. Bon, alors vous avez une bonne réponse sur trois. Non. Bah, attends, on Donc est vous aviez changé. raison, le vieux fumé, c'est Dominique. Ah, bah, donc ça, c'est. C'est Anna. Et donc ça c'est Anna, les œufs de saumon, Parce que c'est c'était sucré. Anna. Alors, pourquoi Parce que c'est sucré Non, c'est salé. cliché, ça m'énerve, c'est défi, c'est sucré, voilà. Je m'en vais. Alors Eddie, 23 ans, c'est un tougher de tournée. Et donc c'est le il a, Red Bull. Hein. il a un petit goût de Red Bull et Ah d'acide ouais Non, mais citrique. je suis incapable de reconnaître le Alors, Red Bull. Moi, c'est pas ma peut-être un petit peu génération. ça. compliqué à déceler. Moi-même, j'en bois pas souvent, Ok. donc. Mais Et à c'est l'odeur. nous qui avons raison, c'est notre version. Je sais pas, j'aurais peut-être pas À dû boire l'odeur. autant de. Ah oui, t'as raison, ça sent le Red Bull. Ouais. À l'odeur, ça sent carrément le Red Bull en fait. Au goût, moi, J'en bois jamais en fait. Bah, donc, pareil. je sais pas. Ok. Ouais, il y a un truc. Mais au goût, non. Moi, je trouve ça goûte soja. Bah, t'as un goût bizarre. Bah, Je le dis. Ok. Et bien, Bah, ça écoute, sera le mot de la fin. Yes, it's mine.